Les fact-checkers, déjà le journalisme en France est neutre et objectif. Mais alors les fact-checkers, c'est ceux qui, parmi les journalistes neutres et objectifs, sont là pour être dans la neutralité et l'objectivité, donc c'est assez marrant. Et là, ils nous parlent de la situation au Venezuela, ils nous disent, ouais, quand même, il y a un peu de fake news du côté de Trump, mais pour eux, le problème quand même principal, c'est la Russie et la Chine. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et c'est aussi le fait que la France insoumise serait peut-être fact-checkable et notamment par rapport à sa position sur Maduro, serait peut-être dans le faux. Donc on va voir tout ça. On va commencer par Tristan Mendès France, donc, qui est un expert des réseaux sociaux et des nouveaux usages numériques selon LCI et qui est habituellement affilié à la sphère un peu de fact-checking. On va regarder tout ça avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va? Bah, ça va, ça va. Les fact-checkers, tu sais, c'était vraiment un truc un peu à la mode. Là, j'avais l'impression que c'était un peu disparu de mode, ce truc. Voilà, c'est le côté un peu Z, là. Enfin, t'es plus expert que moi là-dessus, mais ça m'a jamais trop intéressé. Et on voit que Ah, ça c'est marrant parce revient qu'aujourd'hui, en... tu as des trucs genre CNews et tout qui, tu sais, qui assument une ligne. Avant, on faisait Ouais, semblant que les trucs à la télé, c'était l'objectivité, c'était la neutralité et que les autres étaient dans les extrêmes. Maintenant, comme les chaînes de télé s'extrémisent, il n'y a plus vraiment besoin de fact-checker parce que les gens assument des positions. Moi, ce que je préfère d'ailleurs, parce que je préfère quelqu'un qui assume une position de droite ou de gauche que quelqu'un qui fait semblant qu'elle est juste neutre et objective. c'est ça. Et puis, en plus, tu as le côté... aujourd'hui, tout le monde peut fact-checker un peu. C'est assez facile avec Internet de chercher une contre-source. Tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a plus besoin d'avoir un expert, un autre plus neutre que les autres, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans le fact-checking, là, c'est que ça revient vachement en mode contre-propagande de guerre. C'était un peu disparu, mais là, c'est Poutine est notre ennemi sur l'Ukraine, la Chine est notre ennemi, donc eux, ils mentent et nous, on dit la vérité, donc on est obligé de fact-checker. Tu vois, ça a un peu disparu Hmm. de les grands médias et tout, c'est vraiment en mode propagande de guerre. Et vraiment, je pense que c'est la deuxième vague de la mode du fact-checking, devient une propagande de guerre. Tu vois, en dessinant l'ennemi véritable. Et on le voit, là, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de fact-checker sur, par exemple, le traitement différent entre Poutine qui va intervenir à Kiev pour aller chercher un président et Trump qui va intervenir à Caracas pour aller chercher un président. Il n'y a aucun fact-checker qui fait ça, tu vois. Donc là, on voit vraiment que c'est des armes de propagande de guerre impérialiste, quoi. Oui, et puis quand tu avais des rumeurs lancées parfois par la Russie, bon, ils étaient là, ouais, ça c'est pas prouvé et tout. Les médias ont dit que Maduro était un narcotrafiquant. Après, ils ont dit qu'il avait des milliards planqués en Suisse, je sais pas quoi. J'ai pas Hmm. vu de fact-checker venir dire, bah attention, il n'y a pas d'informations qui le prouvent. C'est facile, tu lances n'importe quelle rumeur. Tu sais, à les écouter, Maduro, il est plus riche que Bettencourt, tu vois. Enfin, un truc complètement délirant, tu vois. Et j'ai jamais vu un fact-checker pour l'instant faire le taf en disant, bah ça sort de nulle part, c'est de la propagande de guerre. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est faux, tu vois. C'est ce qu'est la réalité. Et le C'est ça. problème du fact-checking, en fait, souvent, c'est que ils vont fact-checker certaines informations plutôt que d'autres, et en réalité, du coup, créer une information qui va devenir biaisée en s'appuyant sur des faits. Et donc, comme ça s'appuie sur des faits, ils vont dire on est neutre, mais la réalité, c'est que quand tu fact-check que d'un côté et pas de l'autre, en fait, t'es pas neutre du tout, tu vois. Et c'est toujours pareil. On va le voir, du coup, avec Tristan Mendès France, par exemple, la manière dont il pointe du doigt la Chine et la Russie, qui, je suis désolé, dans cette histoire de Venezuela, la Chine et la Russie n'ont rien fait, tu vois, donc il n'y a pas de raison de les pointer du doigt particulièrement. J'ai envie de dire encore plus la Chine, tu vois, parce qu'à la limite, la Russie, il y a l'antécédent de Kiev, il y a eu des tentatives de déstabilisation de la Russie dans plusieurs pays, notamment en France, mais alors la Chine, pour l'instant, assez exemplaire, tu vois, enfin, ça doit être le pays le plus puissant qui fait le moins d'activités, de fake news et d'influence dans les autres pays, tu vois, pour l'instant, donc je vois pas pourquoi il les pointe du doigt et tu vas voir que c'est le cas, quoi. Mais juste un petit pas de côté, sur ce moment-là, moi, ce qui me semble assez vertigineux, c'est qu'on est déjà sur une déflagration de désinformation planétaire avec ces deux producteurs de désinformation. Mais quid de la désinformation ou quand la machine à désinformation russe et chinoise va s'allumer? Pour l'instant, ils sont plus... C'est-à-dire que les mecs, ils désinforment pas, mais ils te disent regardez, il y a déjà tellement de désinformation, imaginez si en plus la Russie et la Chine s'y mettaient. Mais là, c'est pas eux qui désinforment, tu vois, donc c'est vraiment trop bizarre. Tu sais, c'est comme si t'as 3 enfants, t'en as un, il fait une connerie, et t'engueules les deux autres en disant ouais, mais en plus, vous pourriez vous y mettre en plus de lui, d'habitude c'est vous qui faites des conneries, tu vois. Enfin, genre, ça n'a aucun putain Ah de oui. sens comme truc, hein. C'est vraiment biaisé pour le coup. Mais surtout, ça me rappelle, tu sais comment Trump avait pointé TikTok. Il l'avait interdit pendant quelques semaines, puis il avait fini par le remettre parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait, ça avait aidé sa campagne. TikTok est un réseau chinois. Tu te dis, mais les mecs, ils vont pointer ça du doigt de manière hallucinante et extrêmement importante, alors qu'en réalité, le nombre de réseaux sociaux par lesquels les Américains, et pas simplement les réseaux sociaux, tu vois, tous les réseaux sociaux quasiment qu'on utilise, les chaînes de télé, quoi, Netflix, Disney+, enfin, tu vois, le nombre de bandes passantes qu'ont les États-Unis sur nous en termes de réseaux, de divertissement, d'entertainment, comme ils disent, etc., par rapport à ce qu'a la Chine,
Je veux dire, c'est impossible. Ce serait, Mais c'est moi, une démocratie libérale, comme dirait Usul, donc ils ont le droit, tu vois. c'est exactement ça, tu vois. Et tu te dis, mais t'as un espèce de tout petit tuyau qui diffuse 99% d'eau pure dedans. Et les mecs, ils disent, ouais, il y a peut-être 1% de. Voilà. Et là, après, à côté, t'as toute une station d'épuration qui te balance de la merde. Et tu te dis, non, mais c'est pas grave, ça passe, quoi. Tu vois, mais vraiment, la différence de traitement devrait déjà en elle-même être fact-checkée, en fait. Tu vois, Ah bah oui, on devrait fact-checker le nombre de fois où on met en cause les Russes et les Chinois. Et j'ai envie de dire surtout les Chinois, parce qu'à la limite, les Russes, ils ont leur tort quand même beaucoup plus que les Chinois. Les Chinois, jusqu'à preuve du contraire, ils ont pas fait grand-chose. Quand ils font un truc, Moi, les Américains l'ont toujours pas dû fait à en plus 10 fois peur de pire. Pas dû à plus peur de la conquête par les Chinois que par les Russes en termes de répression, hein. Je le sens de. Ouais, c'est le PCC qui me contrôle. Non, mais enfin, tu Ouais, vois, je suis non, mais d'accord. tout ce qu'on leur reproche, c'est genre, ouais, dans tel type de téléphone, vous auriez écouté les. Bah oui, en fait, les Américains font exactement pareil, en 100 fois pire, tu vois. Donc, parfois, la Chine fait des opérations d'information, tu vois. Est-ce qu'ils ont le tort de le faire? Je sais pas. En même temps, si les autres le font, pourquoi est-ce qu'eux le feraient pas? Bah, enfin, il serait Et débile, quand hein. tu délègues la production mondiale à un pays, faut pas s'étonner que les mecs, ils mettent des mouchards dans la production mondiale pour essayer de t'écouter quand toi-même, tu essaies de leur mettre la pression, avec d'abord le Tibet, puis après avec Taïwan. Il y a eu aussi avec l'histoire avec les Ouïghours, qui a été quand même extrêmement montée, notamment par quelqu'un en France qui est un agent de la CIA qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Donc voilà, il y a quand même eu énormément de tentatives de déstabilisation de la Chine populaire, contre lequel pour l'instant ils ont assez peu rétorqué avec les mêmes méthodes, et quand ils le font, encore une fois, c'est des choses que les autres font aussi en 10 fois pire, quoi. Bah, en plus, ils en ont pas spécialement besoin. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, les Chinois ont voulu reprendre leur place dans l'économie mondiale, en fait. C'est une puissance très importante en termes démographiques, en termes historiques, etc. Ils ont voulu reprendre leur place quand ils sont rentrés dans l'Organisation mondiale du commerce, qui sont devenus un partenaire important. Tu vois, je veux dire, ils ont été applaudis des deux mains quand il suffisait de délocaliser et qu'ils étaient vus comme de la main-d'œuvre à pas cher. C'est à partir du moment où ils deviennent une vraie puissance, où ils sortent un petit peu justement de la délégation impérialiste et qu'ils arrivent à eux-mêmes créer leur propre technologie, créer leur propre autonomie, sans avoir besoin de l'industrie européenne, américaine, qu'on commence à leur taper dessus. Un des plus gros moments de désinformation sur la Chine, tu as parlé des Ouïghours, tu as parlé du Tibet, mais le Covid. Tu te rappelles, à un moment, le Ah bah oui, Covid, oui. c'était eux qui avaient créé le virus mondial, etc. C'était de leur faute, c'était limite. Enfin, vraiment, c'était vraiment un complot absolu de anti-chinois à ce moment-là. Ça déferlait, quoi. Plutôt discrets à l'international, on les entend peu, enfin en tout cas pas autant qu'on aurait pu imaginer Oui, c'est sur vrai. ce moment-là. C'est quand même un allié pour ce qui est de la Russie. Alors Je comprends pas. On les entend pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer. Non, mais c'est là où ces mecs se croient neutres. Ce que toi, tu imagines. Je veux dire, ce mec imagine que quand les États-Unis attaquent quelqu'un, la Russie et la Chine vont faire de la propagande avec des fake news. Mais moi, je l'imagine pas. Et d'ailleurs, ils font très bien de pas le faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire des fake news pour que les gens se rendent compte que ce qu'a fait Donald Trump est complètement illégitime, tu vois. En quoi il y a besoin de faire des fake news? T'as juste besoin d'arriver, de dire voilà, je comprends pas trop pourquoi il a fait ça, on n'est pas censé faire ça, et puis c'est la meilleure position à avoir. S'ils avaient commencé à faire des fake news, ça aurait presque délégitimé la critique, tu vois. Donc heureusement qu'ils font pas des fake news sur cet événement, tu vois. C'est Ah débile, bah, quoi. clairement. Ah bah, clairement. Et puis, comme tu dis, le truc est tellement gros qu'il n'y en a pas besoin. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est vraiment l'impérialisme trahi dans cette position. Ils se disent, bah, nous, on ouvre notre gueule à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde. Comment ça se fait que eux, ils ouvrent pas leur gueule? Bah, peut-être qu'ils ont une mentalité moins impérialiste que la tienne, en fait, quoi, tu vois. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque la machine, encore une fois, internationale russe va se mettre en branle sur cette séquence-là, appuyée peut-être par la Chine? Et, À voir. et comment ça peut se Qu'est-ce qui va se passer quand il est persuadé que ça va se passer, tu sais. Ouais, parce qu'il va rien se passer du tout. En plus, je pense vraiment que les Russes, il faut bien de fermer leur gueule aussi, parce que ayant essayé de prendre Kiev, c'est quand même un peu particulier si Poutine arrive et nous dit aujourd'hui oui, c'est affreux et tout. C'est pour ça qu'il est dans une position un peu d'entre-deux, Poutine, beaucoup plus que la Chine. La Chine pourrait plus se permettre ça. Poutine, il est dans sa position, il dit, bon, il dénonce parce qu'il est aussi un peu allié avec le Venezuela, mais sa dénonciation, elle est pas très franche à Poutine en réalité, tu vois. Je pense qu'il est dans une position qui est pas si facile à tenir, et se faire oublier, c'est presque la meilleure position pour lui, parce que du coup, les caméras sont mises sur Trump et critiquent plus Trump que lui, quoi.
Bah oui, et puis il y a de fortes chances quand même que Poutine ait un petit peu arrêté de soutenir Assad quand il est tombé, tu vois, pour faire un peu plaisir à Trump, tu vois. Enfin, c'était une opportunité pour lui de ne pas intervenir dans la chute d'Assad et de le récupérer très vite. Assad qui était normalement dans son giron pour justement négocier avec les Américains et avoir avec les Américains, on va dire, un espace pour pouvoir leur donner un peu des gages et puis avancer leur paix en Ukraine, là. Donc tu vois la réaction qu'a eu Poutine vis-à-vis de Maduro, elle était très faible quoi. C'était on est très préoccupé, ça nous concerne, voilà. Mais ça a été vraiment très très faiblard. Ça a presque été au niveau des premières réactions des pays européens quoi. Tu vois le droit international, attention, voilà. Bon après il a fallu que Macron en remette une couche pour qu'on se rende compte, voilà, que l'autre était bien un vassal. Mais à un moment donné on a presque cru que Poutine était d'accord avec Trump, tu vois. Donc, Les Chinois ont beaucoup plus réagi et en même temps, les Chinois avaient un envoyé spécial à Caracas pendant l'opération, ont des liens en fait très proches, notamment en termes de pétrole. Ils achètent 80% du pétrole vénézuélien et la Chine a beaucoup plus réagi en s'opposant et en demandant la libération de Maduro que Poutine. ouais. Et puis, on sait que Delcy Rodriguez était à Moscou peu de temps avant l'intervention. Enfin, bon. Il est assez probable que Poutine n'ait pas été surpris de ce qu'a fait Trump et que ça fait partie des deals. Voilà, lui n'est pas intervenu de manière forte, etc. De toute façon, il n'en a pas tellement les moyens. Et en fait, il se rend compte que de toute façon, l'axe qu'il avait créé un petit peu très extra-russe avec l'Iran, avec le Hezbollah, avec Assad, avec à l'époque Chavez, etc., n'a jamais vraiment fonctionné. Était un peu une espèce d'opportunisme soi-disant anti-impérialiste, alors que la Russie n'est pas vraiment sur la même ligne socialiste que pouvait l'être le Venezuela. Et aujourd'hui, on voit qu'ils se concentrent réellement sur leur périphérie proche, plutôt historique comme l'Ukraine, et donc ils sont en train d'abandonner ces positions-là. Voilà. Et pareil pour ce qui se passe en Iran aujourd'hui. En Iran, tu vois que la Russie est assez distante de ce qui se passe, alors qu'il y a vraiment une révolte interne en Iran. Il y a des grosses contradictions en Iran qui font un peu penser au printemps arabe, mais là, il y a une grosse agitation aussi des impérialistes qui espèrent récupérer le bébé de peut-être la chute du régime. Voilà, donc Poutine tend à quand même se tenir à distance de tout ça. Se passer concrètement? En gros, l'amplification. La Russie a une capacité d'amplifier la désinformation produite où qu'elle soit autour de la planète. Elle l'a fait pour des informations produites en Europe. Elle peut le faire la même chose pour des... Moi, ce qui me fait rire, c'est... Moi, je trouve ça à moitié complotiste. Hein. Ah ouais, mais non seulement... La Russie a pas les capacités d'amplifier de manière massive de la désinformation. Ils ont la capacité peut-être d'en créer un petit peu, de l'amplifier un petit peu. Ce qui amplifie la désinformation, et c'est ça qu'ils voient pas, c'est l'opposition des masses dans les pays occidentaux à la propagande occidentale. C'est-à-dire qu'à force de bouffer de la propagande occidentale et des trucs dégueulasses, dès qu'il y a un truc qui paraît un peu oppositionnel, les gens sautent dessus, tu vois. Alors peut-être moins aujourd'hui avec la sortie du complotisme, avec ce qu'on appelle nous la moïsation, c'est-à-dire la possibilité d'une bifurcation, qu'elle soit néo-fasciste ou qu'elle soit socialiste, éco-socialiste, enfin voilà. Mais à un moment donné, les gens, ils sautaient sur tout et n'importe quoi qui pouvait s'opposer au pouvoir, parce qu'ils en avaient plein le cul du pouvoir en réalité, parce qu'ils voyaient très bien que c'était de la propagande bidon, des mêmes acteurs depuis des années et des années, qui nous emmenaient à la guerre, qui nous emmenaient aussi à la crise économique. Et c'est ça, en fait, qui a créé ce qu'il appelle de la désinformation russe ou je sais pas trop quoi. La désinformation russe, elle prendrait pas appui vraiment dans les populations s'il n'y avait pas justement cette envie un petit peu réfractaire, on va dire rebelle de la population vis-à-vis des élites occidentales, tu vois. Ah bah, je suis d'accord. Et surtout, c'est une analyse... alors, faire une précision. Il y a des gens qui pensent que matérialiste, ça veut dire empirique ou réaliste. Voilà. Matérialiste, c'est un peu plus complexe, surtout quand on est marxiste. C'est les rapports sociaux et les rapports de production. C'est pas simplement le fait de constater la réalité. Là, c'est une analyse anti-réaliste. Quelles sont les positions concrètes et le pouvoir concret des Russes par rapport aux Américains pour désinformer les populations occidentales? Ils avaient des chaînes comme Russia Today qui ont été interdites, ils sont sous sanctions financières, ils ont aucun réseau social russe qui contrôle, qui leur permette de faire ça. Je veux dire, la capacité de désinformation des Russes, c'est de passer par des faux comptes trolls dans des réseaux américains en Europe pour pouvoir diffuser des trucs. Je veux dire, leur capacité matérielle, je suis pas matérialiste, mais matérielle concrète de manière empirique sont mais tellement faibles en Europe. Ils n'ont aucun canal
qu'ils contrôlent de A à Z. Ils ont les capacités des Anonymous, quoi. Enfin, j'exagère, mais en fait, ils ont les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont les mêmes capacités que ces gens-là, quoi. Mais bien sûr, ouais. Et les capacités de la Chine, qui eux pourraient peut-être en avoir un peu plus. TikTok fait pas de la propagande pour le Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, le Parti communiste chinois, c'est même quelque chose de très chinois au-delà du Parti communiste, c'est de considérer que la Chine se suffit un petit peu et de ne pas être dans une politique très expansionniste. On rappelle que le TikTok occidental est séparé du TikTok chinois. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes populations qui sont sur les deux TikTok. Quand vous êtes chinois et que vous avez l'appli TikTok, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un autre nom. C'est pas le TikTok occidental. Donc vous n'allez pas avoir des agitateurs chinois sur le TikTok occidental et inversement. Ou alors il faut vraiment télécharger des applis différentes qui marchent pas pareil, enfin qui sont pas faites pareil. Le TikTok qu'on a en Europe, au final, ne fait pas de la propagande pour la Chine. Alors qu'on pourrait dire quand même que X, qui appartient à Elon Musk, qui a été un proche de Trump, fait beaucoup plus de la propagande pour les États-Unis, tu vois. Ah bah bien sûr. Et puis en plus, je te dis, toute la propagande des réseaux vient pas des comptes qui sont dedans. Alors il y a des comptes qui sont des comptes de propagande, mais les pires, je pense que c'est ceux qui sont officiels et qui ont aussi des canaux de TNT, tu vois, genre LCI, CNews et tout. Mais en fait, tout vient de leur manière de restreindre les contenus. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a très peu de contenus qui sont restreints en Europe sur la plateforme TikTok. Et ce serait vraiment donner, comme tu disais tout à l'heure, des gages à l'Europe que de faire ça pour la Chine. Ils mettraient vraiment le doigt dans quelque chose qui permettrait à l'Europe de riposter. Donc ils n'ont pas intérêt à le faire. De la désinformation produite aux États-Unis ou au Venezuela, même chose pour la Chine. Ils ont des capacités, un savoir-faire, une tuyauterie absolument phénoménale. S'ils rentrent dans le jeu, je crains que ça n'est que le début de cette bourrasque de chaos informationnel. C'est là où c'est bidon, c'est qu'il n'y a aucun exemple. Ils auraient un truc phénoménal pour faire de la désinformation. Ils citent aucun exemple de désinformation qu'ils auraient fait. Ils citent aucun canal avec lequel ils pourraient désinformer. Frérot, explique-nous ce que c'est, parce que moi, j'ai pas eu l'impression que ces 10 dernières années, il y avait de la propagande chinoise à gogo dans notre quotidien. Alors peut-être que c'est très bien fait et que je le vois pas, tu vois, mais le mec ne cite rien, quoi. C'est ni plus ni moins que de la propagande de guerre. Là, franchement, c'est l'Irak a des armes de destruction massive. Oui, mais où? Oui, mais quand? Oui, mais là, ils auraient pu les utiliser, ils l'ont pas fait. Ils en ont. Fais-moi confiance. Il y a rien de plus, quoi. Source, crois-moi, frère, quoi. Ouais, bon, on va passer à un autre fact-checker, Julien Pain. Lui, tu le connais peut-être. Julien Pain qui veut fact-checker en fait Mathilde Panot. Donc, allez voir la capsule sur Mathilde Panot, on en a parlé. Mathilde Panot qui ne voulait pas qualifier Nicolas Maduro de dictateur ou non. Et Julien Pain essaie de faire venir des spécialistes du sujet pour essayer de fact-checker Mathilde Panot, mais tu vas voir qu'il n'y arrive pas trop. Et c'est super drôle parce qu'on voit qu'il a un peu le seum d'avoir invité des spécialistes qui, en fait, lui disent pas que Maduro est un dictateur. Et en même temps, je sais pas si tu as vu l'extrait, mais le mec a invité Christophe Ventura. Tu vois, donc il n'a peut-être pas invité le bon spécialiste de Maduro. Je pense qu'il s'est dit spécialiste de Maduro, le mec va me servir la soupe. Et en fait, bon, il a invité Christophe Ventura, tu vois. Donc, non, c'était pas le bon truc. C'est vraiment quelqu'un, un spécialiste, un vieux camarade du parti de gauche, mais voilà. Et une grande plume du diplôme. Mais oui, non, c'était pas malin de sa part. Il a pas dû regarder le CV de la personne. Regarde ça. Alors, est-ce que Nicolas Maduro était un dictateur? Quand on pose la question, en tout cas, à Mathilde Panot de la France Insoumise, vous allez voir que sa réponse est pas très claire. Est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question. Je ne veux pas répondre aujourd'hui. Ouais, c'est l'extrait qu'on a réacté. Ça me rappelle vraiment il y a 2 ans avec le Hamas. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment. Eh oui, quand on demande à Mathilde Panot si elle condamne le Hamas, sa réponse n'est pas très claire. Bon, insupportable comme propagande. C'est vraiment une technique de propagande de dire c'est pas clair, donc c'est clair qu'elle le soutient. Tu sais, genre, c'est genre, tu pourrais très bien te dire elle vient pas parler de ça, elle est pas hyper spécialiste, tu vois. Et non, dans leur tête, c'est pas clair, donc c'est clair qu'elle le soutient, tu vois. Ouais, et puis j'aimerais bien avoir son expertise à Julien Pain sur la révolution bolivarienne au Venezuela, tu vois. C'est ça. Cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Bon, voilà, donc on tourne un peu autour du pot, elle répond pas vraiment à la question. Christophe Ventura, vous êtes spécialiste du Venezuela. Vous, est-ce que vous auriez une réponse plus claire? Est-ce que ça doit le faire marrer quand même, Christophe Ventura, d'être invité là-dessus. Il doit se dire, ouais, le gars et tout, il sait pas trop qui je suis et tout. Mais Christophe Ventura, d'ailleurs, t'avais renvoyé un de ses articles qui écrit depuis longtemps et qui en plus n'est pas un pro-Maduro. Christophe Ventura, c'est quelqu'un qui a quand même été critique de Maduro, mais c'est quelqu'un qui, quand même, je pense, partage une certaine, peut-être pas admiration, mais voilà, pour le chavisme, quand même, qui a énormément traité du chavisme et qui n'est pas un anti-Chavez comme on peut trouver à la télé en général, quoi.
Non, il fait partie des gens qui ont écrit rapidement sur le chavisme. Il fait partie des gens qui écrivent dans le Diplo, qui ont une formation sur les tentatives à la périphérie de faire une économie non impérialiste et non capitaliste. Voilà, enfin, d'essayer d'en sortir, d'être entre les deux, c'est pas simple, etc. Donc, non, Christophe Ventura est. On a cité son dernier article, qui est un article courageux dans le Monde Diplo, parce qu'il dit bien. Ces gens qui essaient de nous fact-checker aussi, là, des trotskistes là, sur ce sujet-là, il dit bien justement que les élections de 2024 étaient intenables en fait, et que la critique du trucage des élections est une fausse critique. La vraie critique, c'est est-ce que des élections dans le contexte de suramplification de l'impérialisme à cette période-là étaient tenables? Voilà, ça c'est une vraie question, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus anti-impérialiste, beaucoup plus matérialiste que est-ce que l'opposition a bien donné les comptages, bureau par bureau et tout, alors qu'en fait il y avait littéralement des chars à la frontière et Machado qui appelait à ce que les mecs interviennent sur Caracas. Tu vois, Mais c'est comme les critiques par rapport à la répression. Tu vois, la répression, on dit oui, voilà, il y aurait eu de la torture qui a été rapportée par des policiers sous Maduro et tout. Et là, les gars, ils te prennent ça, ils te disent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chavistes torturent des gens. Je veux dire, personne n'est en soi pour la torture ou des choses comme ça. Déjà, quand tu le remets à l'échelle internationale, il y a beaucoup plus de torture dans les prisons américaines que dans les prisons vénézuéliennes. Mais surtout, quand tu vois ce qui se passe 6 mois après et que tu vois qu'il y a littéralement un coup d'État où on kidnappe Maduro, ça te met aussi en contexte le fait que peut-être que les gars, ils avaient peur d'avoir des taupes, d'avoir des mecs de la CIA et du coup qui torturaient des gens pour essayer de comprendre ce qui se passait, tu vois, parce qu'il y avait justement ce risque guerrier. Tout ça ne pardonne pas le monde, c'est pas noir ou blanc, tu vois, c'est souvent des nuances de gris, tu vois. Mais tout ça pour dire que tu as un pays qui a encerclé, qui a une espèce de pression aussi en interne avec des gars de la CIA qui auraient peut-être permis que le chef de la garde de Maduro trahisse ou des choses comme ça, et tu dis on comprend pas, ils sont parano et du coup ils font de la répression violente contre des gens en interne, tu vois. Enfin vraiment c'est la position la plus abstraite possible. Quand tu te places de l'intérieur, tu te dis en réalité qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois. Il fallait abolir la prison, abolir toute forme de répression et puis laisser les militaires américains prendre le pouvoir au Venezuela, tu vois. Je peux vous dire que si les militaires américains prennent le pouvoir au Venezuela, il y aura beaucoup plus de cas de torture que genre les 100 cas ou 150 cas de torture en 2 ans qui ont été mis en avant par l'ONU, tu vois. Parce qu'on sait très bien ce que les Américains ont fait en Irak, ont fait en Afghanistan, font encore aujourd'hui dans leurs prisons. On voit même leur police de l'immigration qui tue des gens à bout portant, des gens qui n'ont rien fait du tout, tu vois. Encore une fois, les gens viennent depuis l'Occident et même à gauche, tu vois, venir dire c'était un dictateur parce qu'il y a eu de la répression dans la police sur quelques centaines de cas, tu vois, 150 ou 160, je crois, de 2017 à 2019, tu vois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est une position de facilité qui permet de jeter sous le bus des pays qui essaient de s'en sortir et de se laver les mains en disant moi je suis contre la torture. Mais tout le monde est contre la torture, je veux dire, sur le papier personne n'est pour la torture, tout le monde est contre la violence, tout le monde est pour la révolution prolétarienne, tout le monde est pour l'égalité, enfin tout le monde n'est pas pour la révolution prolétarienne, tu vois, mais sur le papier c'est simple. La réalité c'est que quand il y a des chars et quand il y a des mecs qui essaient de te buter en interne, c'est plus compliqué, tu vois, et tout de suite il y a des rapports de force concrets qui viennent poser question, quoi. Ouais, comme tu dis, oui, de toute façon, on le sait, les Américains, quand Pinochet est arrivé après Allende, si tu veux, personne n'a eu l'idée de comparer la répression, on va dire, anti-impérialiste que faisait Allende par rapport à la boucherie qu'a fait Pinochet, la boucherie qu'ont fait la chute de Saddam Hussein. Je rappelle qu'en 10 ans, entre 2003 et 2013, c'était presque 500 000 enfants décédés à cause des manques de structures, justement avec la destruction de l'État irakien. C'est ce que font les États-Unis partout où ils vont. Ils font en sorte de laisser le chaos. Alors, c'est vraiment une doctrine que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient au XXe siècle, de mettre des gens à eux. Ils créent du chaos, ce qui leur permet, par le chaos, en fait, de prendre les ressources, de sécuriser les endroits qui les intéressent et puis de laisser le chaos autour parce qu'ils ont assez de forces militaires pour ça. Et donc, cette idée-là, même que, justement, là, il y a un vrai fact-checking à faire de ce qu'est les morts faits par l'impérialisme américain. C'est facile, c'est comptable, il suffit de regarder les démographies, les États tués, voilà. On parle de l'Irak, mais c'est vraiment toute une partie de la planète qui a été massacrée. Et là, on ne voit pas nos fact-checkers venir regarder ça. Et comme tu l'as dit, le Venezuela est un pays en guerre. Il faut arrêter de comparer le Venezuela, la façon dont ils tiennent des élections, la façon dont ils sont obligés de réprimer des manifestations, par rapport à la France, qui est le cœur de l'impérialisme, qui, lui,
provoque des déstabilisations dans les autres pays. Le Venezuela, c'est pas ça. Le Venezuela, c'est un pays qui est déstabilisé par le centre de l'impérialisme. C'est un pays qui se défend contre ça. Donc effectivement, ils n'ont pas les mêmes libéralités que peuvent avoir le centre, quoi. Surtout que le centre, comme on l'avait dit dans une autre capsule, est relativement libéral et encore aujourd'hui avec la manière dont Macron devient de plus en plus répressif, dont il y a des prisonniers politiques et des choses comme ça, et puis évidemment avec Trump, avec l'ICE et tout ça, ça se questionne totalement. Mais le centre est extrêmement répressif et n'est pas du tout libéral dans sa périphérie et dans ses colonies ou dans les territoires qu'il maîtrise, et beaucoup moins que ces pays qui veulent essayer d'aller au socialisme. Tu vois. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu l'anti-impérialisme à deux vitesses, moi, j'aimerais bien savoir si ils condamnent à ce moment-là, je sais pas, j'imagine qu'il y a eu des tortures par le FLN, tu vois, j'imagine qu'il y a eu des tortures par la résistance palestinienne, j'imagine qu'il y a eu des tortures par le Vietnam luttant contre la France et puis contre les États-Unis, tu vois. Et là, en fait, on les entend moins. Alors qu'en plus, je pense que c'est beaucoup plus important qu'encore une fois, en termes de nombre, que ceux sous Maduro, tu vois. Mais encore une fois, je trouve qu'il faut essayer de remettre le contexte, parce que sinon on se retrouve à être là à dire je condamne la violence, mais condamner la violence ça mène à rien, tu vois, enfin ça veut rien dire, n'importe quel enfant est capable de condamner la violence, tu vois. C'est un dictateur, Nicolas Maduro. Tout est une question de définition. Si on s'en rapporte à ce qu'est une dictature au sens des sciences politiques, c'est un État qui est gouverné par quelqu'un dont le pouvoir procède du coup de force et sans élection, sans consultation, qui a un régime de parti unique. C'est un peu le cas quand même, puisque les élections, elles ont... Bien joué, c'est un Christophe. peu le cas, c'est un parti unique, le PSU. Je sais pas s'il est de bonne foi, le gars, ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi, parce que, en fait, ce qu'il veut accoler à Maduro, c'est Kim Jong-un, ou et encore une fois, on pourrait aussi parler de la Corée du Nord, mais en gros, dans sa tête, c'est un socialiste. Donc, comme c'est un socialiste, c'est quelqu'un qui ne respecte aucune élection, qui ne respecte aucune voix discordante. C'est pas du tout le cas. Le Venezuela est un pays où il y a plusieurs partis. Bon, il y a des gens dans le pays qui ont un parti qui consiste à appeler à des coups d'État dans le pays, donc c'est quand même assez particulier, tu vois. Mais c'est un pays où il y a plusieurs partis, où il y a des élections, où encore une fois, ça fait 25 ans que les chavistes sont élus, et il y a l'élection de 2024 qui pose question à l'international. On ne sait pas s'il y a eu tricherie ou pas, mais il y a des doutes dessus, et donc voilà, on peut le dire. Et comme on disait, la question c'est de savoir ou pas si ce scrutin aurait dû se tenir dans un contexte de guerre, tu vois. De guerre. C'est vraiment la question. Mais dire que ce serait un parti unique avec un gars qui aurait aucune légitimité, alors que les chavistes ont gagné, je crois, 14 élections, tu vois, enfin, c'est ridicule. C'est clair. Mais tout le monde trouve ça normal quand Zelensky annule les élections. Il a annulé les élections, il a interdit les partis de gauche, c'est ça. il a à moitié aboli le code du travail, le syndicalisme, enfin, ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, Zelensky correspond beaucoup plus à ce que Julien Pain appelle un dictateur. Encore une fois, je trouve que c'est nul d'appeler Zelensky. Pour moi, c'est pas un dictateur. Zelensky, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans des contradictions et qui dépend tellement, en fait, des bourgeoisies impérialistes qu'il est pieds et mains liés aux bourgeoisies impérialistes, pour le pire en fait, quoi, parce que il dépend de crédit américain. Dépendre de crédit américain, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver, parce qu'après tu deviens une marionnette américaine, quoi. C'est un peu le problème du truc. Exactement, et donc cette sur-investigation là sur le Maduro est beaucoup moins claire sur Zelensky de notre média. Si on considère que parce que Zelensky est en guerre avec la Russie, ce qui est le cas, hein, voilà, il a le droit de justement être moins libéral sur les syndicats et moins libéral sur les élections, voire d'annuler les élections. Maduro aurait dû faire pareil en 2024. Mais là, on lui demande de les tenir comme s'il n'y avait rien. Je vous le dis, hein, si demain la Russie attaque la France pendant 2027, il n'y aura pas d'élection. Hein. Macron sera très content et il y aura tous les mêmes fact-checkers qui seront là pour dire il ne faut surtout pas qu'il y ait des élections pendant ce contexte, parce que ça va favoriser les candidats pro-russes. Hein. Et en tout cas, le discours, moi, je ne sais pas si je le tiendrai sûrement pas, je dirai autre chose, mais ce sera légitime. Voilà. Et là, par contre, Maduro, en 2024, il faudrait qu'il tienne des élections hyper transparentes et libérales, comme si c'était une puissance européenne, quoi, comme si c'était la Suisse, quoi. Elles ont été très contestées. Oui, alors, si on non, je termine juste parce que comme le sujet est compliqué, c'est un système de parti unique, ça veut dire un dictateur, la Corée du Nord, là on voit ce que c'est une dictature, etc. Dans le cas vénézuélien, si on veut dire par là que c'est un régime dont l'élection est contestée, dont le chef de l'État est contesté parce que les élections sont contestables, parce qu'il y a de la répression d'État, parce que il y a de la persécution d'un certain nombre d'opposants, etc. Alors, si c'est ça la définition. Mais ouais, mais du coup, là-dedans, Ventura, il va pas jusqu'au bout, mais en même temps, il est sur le plateau et tout. Mais du coup, si tu fais une définition aussi large, tu peux rentrer Trump dedans, tu peux rentrer Macron. Tu vois, si tu dis un type
qui est élu. Mais bon, parfois, il y a des doutes sur le scrutin, ce qui a été le cas pendant les élections avec Trump, avec l'histoire du Capitole et tout ça. Quand Biden a été élu, Trump a contredit. Enfin voilà, il y a eu toute une dynamique comme ça aussi de contestation des scrutins qui est répressive. Trump est répressif, qui balance des opposants en prison. Trump a une politique extrêmement répressive aussi en matière de prisonniers politiques et tout ça. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, Trump, tu peux le rentrer dans le dictateur aussi. En fait, tu rentres malheureusement énormément de pays du monde dans dictateur si tu fais cette définition-là. Tu vois. Clairement, et du coup, c'est ce qu'on disait dans la capsule sur le React à panneau, c'est que c'est un truc qui ne fait absolument plus sens. Et en fait, ça devient juste un argument subjectif de disqualification, exactement comme le mot terroriste, quoi. Même parce que Ventura, il dit ouais, parce que bon, on pourrait le dire si c'était un parti unique. En fait, ça dépend, parce que si tu prends par exemple la Chine a un parti unique, mais dans le parti, il y a 100 millions de personnes. Si dans les 100 millions de personnes, il y a une démocratie dans le parti, tu vois, c'est un truc de parti unique, mais en réalité, tu peux quand même faire bifurquer le parti, tu vois. Il y avait un intellectuel, je sais plus qui c'était, qui disait en France, on peut changer les personnalités politiques, mais on change jamais de politique. Et en Chine, tu peux pas changer les personnalités politiques, mais tu peux changer de politique. Mais c'est un peu vrai en quelque sorte, parce que la Chine a eu plusieurs orientations dans son histoire. Si c'était vraiment quelque chose d'ultra cadenassé, t'aurais eu que le maoïsme. En réalité, t'as eu Mao, après t'as eu Deng qui a changé un petit peu la politique maoïste. Aujourd'hui, avec Xi, t'as aussi une autre politique, tu vois. Et la réalité, c'est que tu as une vie dans le parti communiste qui permet quand même de faire des choix, tu vois. Après, c'est pas un modèle de démocratie libérale à l'occidentale. Je sais pas si c'est le seul modèle possible pour l'humanité, la démocratie libérale à l'occidentale, tu vois. Moi, non seulement je sais pas, mais je pense que c'est pas le meilleur. Je trouve que tu as raison. Aujourd'hui, tu as des partis, comme tu dis, qui représentent, je sais pas, les trois grands partis. Allez, je vais être gentil, s'ils ont 3 millions de militants. Alors, tu vois, je veux dire, si tu prends le RN, Macron, voilà, s'ils ont 3 millions de militants, ce qui est pas vrai, ils en ont peut-être 2 millions sur ces trois grands partis, allez, même en additionnant les autres. Tu dis, il y a 2 millions de personnes à l'échelle d'un pays de 70 millions qui va, en décidant de leur ligne, en se faisant élire, contrôler la politique du pays. Si demain on a des institutions locales où tous les citoyens participent de fait, ont une adhésion comme au Parti communiste chinois et qu'il y a de la démocratie interne à partir de communes locales qui remontent, etc., jusqu'à la tête sans avoir des partis à l'intérieur, pour moi ce sera plus démocratique. Tu vois, je veux dire, l'idée même des partis qui se confrontent pour pouvoir dominer la société pendant un certain moment, c'est un mode, oui, comme tu dis, bourgeois, libéral, où les gens qui peuvent y militer sont pas n'importe quelle catégorie, où les gens qui les financent sont pas n'importe quelle catégorie. Enfin, c'est vraiment, et on le voit de plus en plus, extrêmement limité pour transformer la société, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu passes par cette case-là et que tu essayes d'aller plus loin dans le socialisme, à un moment donné, tu te heurtes à transformer réellement cette libéralité. C'est ce qu'a fait Chavez. À un moment donné, il devait rester au pouvoir justement pour empêcher que le coup de l'alternance libérale défasse tout ce qu'il avait fait. Ça n'a pas marché la première fois, tu vois, quand le il référendum a voulu... de 2007, qu'il a perdu. Le référendum de 2007, ça a été compliqué. Finalement, il a gagné. Mais tu es obligé de te poser la question de oui, ça sert à quoi de faire une transformation si demain la force de l'argent, la force de la bourgeoisie vient défaire tout ce que tu as fait, quoi. Donc oui, c'est une vraie question. Bien sûr, ouais. Surtout qu'en plus, ça on en parle dans un entretien sur On ne veut plus avec Thierry Doron, qui est spécialiste du Venezuela, un entretien qui nous a accordé depuis Caracas en visio. Je ne sais pas si ça sera sorti quand on sortira cette capsule ou si ça va sortir quelques jours après, mais allez vous abonner, allez voir cet entretien sur la chaîne On ne veut plus. Justement, il parle de la politique des communes, où en gros, Maduro et pas que Maduro, enfin l'administration Maduro, dans la continuité du chavisme, a essayé de mobiliser l'échelon local en créant des communes de personnes qui décident de ce qu'ils produisent, de quels projets ils veulent pour leur commune, et après l'État participe aux projets qui ont été votés et des choses comme ça, et ce qui permet aussi de créer des citoyens, notamment dans les populations indigènes, dans les populations qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont des populations qui ont toujours été considérées comme des sortes de sous-populations, des esclaves ou des choses comme ça, et d'essayer de les remettre dans la décision politique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire si on veut aboutir au socialisme, quoi. Ouais, mais c'est là où on pourrait faire une pirouette. Tu sais, on reproche aux insoumis de ne pas avoir la démocratie libérale dans leur parti. Peut-être que la vision des insoumis, du consensus, de la discussion, de trouver la meilleure solution en concertation plutôt que de faire des votes libéraux en fonction de personnalité et de texte, finalement est peut-être plus démocratique.
et mériterait mieux d'être appliqué à toute la société que le fait d'appliquer la société bourgeoise libérale aux insoumis dès aujourd'hui, tu vois. On pourrait faire une pirouette là-dessus. J'ai vu des gens essayer de défendre les insoumis sur leur façon de pratiquer la démocratie interne. Moi, je pense que c'est une façon de pratiquer la démocratie, ce qu'ils font. Comme, oui, mais bon, en fait... j'ai vu Mulch ou Laganerie, tu sais, dire, ouais, mais c'est pas un pays, c'est un parti, donc ils peuvent le faire dans un parti. Bah non, en fait, allez au bout. Peut-être que ce serait même mieux appliqué à tout un pays, ce que font les insoumis, d'avoir des groupes citoyens, c'est-à-dire réduire le temps de travail pour que chaque jour, tous les citoyens puissent se réunir en groupe citoyen, décider, faire remonter, tu vois, plutôt que d'avoir des votes à la con tous les 2 ou 3 ans, voilà. Allez au bout, quoi. Vous défendez les insoumis, peut-être que leur démocratie est meilleure, adaptée à toute une société, que de devoir libéraliser les insoumis dans leur processus décisionnaire, quoi. D'ailleurs, je reviens sur cette histoire de commune organisée au Venezuela. Donc, vous pouvez aller voir, comme je vous disais, l'entretien sur On ne veut plus. Et puis, Thierry Deron a co-réalisé un documentaire aussi sur ce sujet qui s'appelle Le Venezuela soulève la montagne. Un documentaire, justement, où ils vont dans différentes communes et tout, et ils voient la manière dont se sont construits ce communalisme avec cette autogestion populaire. C'est assez intéressant à voir et c'est assez exceptionnel parce qu'en réalité, il y a très peu d'informations, notamment en Europe, sur ça, et vous aurez peu l'occasion de voir ça. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il va être diffusé, je crois, prochainement à Bruxelles. Peut-être même qu'il y aura des séances sur Paris, ça je suis pas sûr, mais je crois qu'il m'avait dit ça. Et en tout cas, on vous met un lien si vous voulez aller voir ça sur Internet. Et voilà. D'un certain nombre d'opposants, etc. Alors, si c'est ça la définition, mais au Venezuela, vous avez tout ce que je viens de dire, mais il faut regarder aussi qu'au Venezuela, vous avez d'autres partis politiques, une opposition, vous avez des confrontations qui parfois ont été jusqu'à la violence entre justement l'État et l'opposition, et que vous avez aussi un acteur tiers dans la vie. L'autre, il est trop marrant, tu sais, genre, Ventura, c'est un spécialiste depuis plus d'une dizaine d'années. Et l'autre, il arrive, il fait... Ouais, je suis pas sûr. T'as vu la tête qu'il a fait? Je l'ai pas. Genre, ouais. Surtout que Ventura, il est pas en train de dire. Oui, il est en train de mesurer, tu vois. Il est en train de mesurer. Je trouve qu'il mesure même pas mal. Encore une fois, c'est une question de moi. Moi, je suis d'accord, il y a de la répression. Mais est-ce que dans un pays en guerre qui a littéralement eu son président abducté avec une potentielle trahison des gardes, il n'y avait pas nécessité d'avoir cette répression, tu vois, c'est toujours la question. Est-ce que le fait même que leur président ait qu'il y ait une attaque américaine prouve pas la nécessité qu'il y avait à essayer de voir s'il y avait des taupes ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, ça me paraît assez logique a posteriori, tu vois. Ah, mais clairement, mais je veux dire, là, Ventura, il essaie aussi de jouer sa carte et il faut aussi... Mais il a raison, bien sûr. S'il veut revenir sur France Info, tu vois, il est obligé de marcher sur des œufs. Mais c'est là où c'est intéressant, tu vois, même sur ce petit exemple-là du jusqu'au boutisme. Ça, si t'arrives et que tu dis non, Maduro, il avait raison, etc., t'es grillé, en fait. Et là, tu te dis, bah, en fait, un Ventura qui a des choses à dire, qui peut amenuiser ce qu'il a fait là, s'il était allé trop loin, déjà là, il va peut-être pas revenir, hein, tu vois, mais s'il est allé encore plus loin, il reviendrait jamais. Donc, est-ce qu'on préfère avoir un coup d'une fois... Et puis, direct, c'est un insoumis, machin. Voilà, c'est ça. En fait, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est sa spécialité et qu'il connaît bien le sujet, qu'il a un avis sur le sujet, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un gars, je sais pas ce qu'il vote, Ventura, peut-être qu'il vote Mélenchon. Vu son passé, oui. S'il au PG, il y a des chances qu'il vote Mélenchon, tu vois, mais c'est pas le problème, là, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, tu te dis, bah là, il est obligé, tu vois, de mesurer, parce que s'il veut revenir et qu'on veut continuer d'avoir des gens qui disent, bah non, c'est pas si évident que ça, bah, il va falloir effectivement contrebalancer le truc, et voilà, il est obligé d'être entre deux, c'est intéressant ça. Donc tu vas voir, donc là, il a pas eu la réponse qu'il voulait avec Ventura. Alors que tu vois, RP, ce qu'il va faire. RP, ils sont tranquilles, ils peuvent revenir sur à chaque fois les plateaux, parce qu'on voit pas la différence avec Plenel, tu vois, donc... C'est sûr que sur la géopolitique... T'invites des droitards à gauche, t'invites un trot. Mais tu dis, bah, c'est bizarre, tout le monde est d'accord, tu sais. La vie politique vénézuélienne, qui sont les États-Unis, on en a longuement parlé. Donc, si vous voulez, tout ça pour vous dire que ça dépend comment vous définissez une dictature. Vous êtes juriste, donc peut-être... Tu vois, là, il a trop le seum, donc il change, il dit, ouais, t'as bon ta gueule, en fait. T'as pas dit que c'était un dictateur, ta gueule. C'est ça. On passe à l'autre. Si vous avez un avis de juriste, est-ce qu'on peut dire que c'est un dictateur, au sens quelqu'un qui concentre les pouvoirs et qui... c'est un président autoritaire qui n'est pas légitime puisqu'il n'a pas été reconnu par une grande partie des États qui font partie de l'ONU. Ça, c'est une chose indéniable. Est-ce que c'est important de dire autoritaire, pas autoritaire, etc. Et c'est là que c'est intéressant. Ah, je connais pas son avis. Je sais pas si elle est de gauche ou de droite. Déjà, elle dit que c'est pas un président légitime. Moi, je pense que c'est un président légitime. Mais bon, bref. Mais déjà, quand t'es spécialiste, en fait, t'es souvent obligé de mettre de l'eau dans ton vin. Et comme on dit, le mot dictateur, il veut rien dire. Donc elle est là. Mais est-ce que vraiment c'est important d'aller mettre ce truc-là? Alors que ce qu'elle dit est beaucoup plus clair. Moi, je pense que c'est déjà situé. Ce qu'elle dit, que c'est plutôt droitier, de dire il est illégitime, machin. Mais c'est beaucoup plus clair de dire, bon, bah, il y a des gens, ils reconnaissent pas cette élection, donc il est légitime de fait. Et il est autoritaire, tu vois, sur certains points. C'est beaucoup plus clair que de dire un dictateur, c'est un pro méchant, tu vois. C'est ça.
Tu sais, mais c'est comme Pascal Praud quand tu lui parles de foot, tu vois. Genre, comme il est spécialiste, il peut pas être aussi raciste que les autres, tu vois. Sur le foot, même si déjà sur le foot, quand on voit son passif avec le FC Nantes, c'était déjà pas top. Et tu te souviens quand il disait bon, les plus grands joueurs de foot, c'est quand même des immigrés, machin, et que tout le monde était choqué autour du plateau, tu vois. Souvent, les gens quand ils ont une spécialité, ça leur rend le monde un peu plus complexe, tu vois. Quel banger tu me rappelles cette magnifique. Tonton antiraciste. C'est ce tonton antiraciste qui a choqué Charlotte Dornelas qui dit tu te rappelles là-bas, c'est open bar, elle a dit. C'est open bar, on peut dire des trucs antiracistes sur ces Le mec, il dit Zidane est un grand joueur de foot, Platini aussi, c'est deux immigrés, et la meuf a dit c'est open bar. C'est ça, c'était d'ailleurs la ligne à la machine à café de CNews, quoi. Ça doit être une dinguerie, quoi. Mais j'entends bien votre argument sur le fait que c'est un concept, la dictature, qui est à expliquer d'abord avant de définir. Mais surtout, dans l'administration Trump, personne ne parle de rétablir la démocratie. C'est la grande différence avec avant. Avant, le regime change, le changement de régime, c'était pour remettre l'état de droit, la primauté du droit, les droits humains, etc. Là, il n'en est absolument pas question. Bah, il a trop le seum, lui, c'est la folie. Question il parle beaucoup du fait que c'est un dictateur, qu'il était brutal, etc. Et que... En plus, Trump, il en parle pas tant que ça. Non, il parle beaucoup de pétrole. Macron a dit ça, il a appelé Machado. Ouais, narcotrafiquant. Mais il dit pas que c'est un dictateur. Et justement, Trump se tirait une balle dans le pied parce que lui, il fait aussi un truc ultra autoritaire. Il se met à dos énormément de gens du Congrès et tout. Enfin, il essaie de passer un peu en force et faire passer l'exécutif avant tout. Donc, en même temps, c'est logique de son point de vue, tu vois. Mais Julien Pain, il reprend la propagande un peu de notre État qui est de dire ah ben non, c'est parce que c'est un dictateur que Trump a fait ça, alors que lui-même ne le dit pas. Et elle est spécialiste des États-Unis. Elle dit bah non, c'est pas pareil que quand Biden il intervenait pour rétablir la démocratie ou quand Obama le faisait, tu vois. Il veut mettre un terme à la brutalité. L'invasion. Ils ne disent rien du tout sur la suite. Non, sur l'après, on est d'accord que rétablir la démocratie, il l'a pas dit une seule fois, et je pense que c'est pas son sujet. Hein. Il a trop le seum, il a pas dit tout, tu dis ce qu'il voulait. Moi, l'extrait m'a fait trop rire parce qu'il invite les deux. Bien. Quand il a pas ce qu'il veut avec Christophe Ventura, il parle à la juriste. La juriste lui dit bah, c'est plus compliqué que ça. Il dit ouais, mais quand même, c'est pour rétablir la démocratie. Elle dit bah non, il en parle pas. À la fin, il dit bon, c'est vrai qu'il en parle pas. Et tout, c'est genre le gars, à la fin, il se raccroche à rien, tu sais. Ok, bon bah Maduro c'est un démocrate, c'est bon, c'est genre le gars. Mais tu vois, en fait, tu vois que les gars c'est des commentateurs quoi. En fait, les journalistes de plateau télé, c'est des voilà, ils répètent des trucs bêtement et puis ils ont l'habitude d'avoir des experts qui vont dans leur sens. Puis quand ça va pas dans leur sens, les mecs ils sont complètement déstabilisés. Mais on voit aussi que eux-mêmes ne sont pas prêts au changement de phase du capitalisme où effectivement le néoconservatisme, néolibéral, comment dire, cette espèce d'hégémonie de la démocratie libérale sur la planète n'est plus une caution. Maintenant, on revient à un impérialisme forcené avec le centre violent sur la périphérie qui met ses agents. Et eux, ils sont encore dans l'ère Bush, quoi, dans l'ère Bush, Obama, Biden, où on va enlever des dictateurs et ça va aider le monde, quoi, tu vois. Mais avec Trump, on n'est plus là-dedans. C'est intéressant parce que les mecs, du coup, avant les fact-checkers fact-checkaient Trump. Et aujourd'hui, ils font du fact-checking pour dire que Trump a raison d'aller intervenir, tu vois. C'est super intéressant parce que c'est les mêmes mecs qui nous disaient Trump, c'est que des fake news, Fox News, je sais pas quoi, racontent que des conneries, qui aujourd'hui sont en train d'essayer de créer du fact-checking pour essayer d'aller dans le sens de Trump. Et c'est là que tu vois que, alors je sais pas s'ils s'en rendent compte, hein. Si ça se trouve, ils s'en rendent même pas compte, les gars, tu vois. Et c'est là que tu vois que leur objectivité, elle suit juste le parcours de la bourgeoisie qui les emploie, tu vois. Enfin, c'est rien de plus, hein. Comme dirait Mitterrand, je vais faire du merchant, je vais citer Mitterrand. Ces gens n'ont pas d'idées, ils n'ont que des intérêts, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Bon, on va s'arrêter là. C'était une petite capsule fact-checking de fact-checking. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux différentes chaînes. Et puis allez voir la chaîne On ne veut plus. Abonnez-vous, allez voir l'entretien avec Thierry Doron quand il sera sorti ou si il est sorti. Et puis allez voir le travail de Thierry Doron sur Venezuela Info, qui est son site internet, et aussi son documentaire Le Venezuela soulève la montagne. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.